À la une de l'actualité au Maroc, le procès de Haja Rezouni, la journaliste jugée pour avortement illégal, a été reporté au 16 septembre prochain. Des manifestations se sont déroulées ce lundi dans le centre et le nord du Mali pour réclamer la réhabilitation et la sécurisation de la route liant la ville malienne au centre et au sud du pays. Et puis l'Union des scolaires nigériens a dénoncé le mépris des autorités face à la situation de l'école nigérienne en général et universitaire en particulier. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Léo Mugabe, le neveu de l'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe, récemment décédé, a commenté les arrangements pour les funérailles de son oncle, indiquant que des membres de la famille sont partis pour Singapour pour récupérer sa dépouille. Il affirme également que la santé de Robert Mugabe s'est détériorée de façon dramatique à la suite du coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en novembre 2017. Des membres de la famille sont partis ce lundi matin à 9h pour Singapour avec des délégués du gouvernement et du parti ZANU-PF. Ils doivent revenir mercredi à 15h et nous avons un programme provisoire en ce moment où nous espérons qu'il se rendra mercredi à Kutama, le village natal de Mugabe. De là, il reviendra jeudi où le gouvernement a prévu que les gens de tout le pays, de toutes les provinces puissent venir faire leurs adieux au stade Rufaro jeudi et vendredi. Samedi, il y aura le service funèbre du Stade national des sports où des dignitaires, des chefs d'État du monde entier pourront présenter leurs condoléances et présenter leur respect. Si un chef meurt, on ne fait pas l'annonce de la même façon qu'on annonce la mort d'une autre personne. Même son lieu de sépulture reste un mystère, un secret pour ceux qui sont à l'intérieur. Les chefs et les anciens sont ceux qui déterminent dans quelle tombe ils vont l'enterrer. Quand il avait 93-94 ans, il était capable de marcher, mais la vitesse avec laquelle il s'est détérioré après le coup d'État est tout simplement incroyable et je peux imaginer ce qu'il traversait. Au Maroc, la justice a décidé ce lundi de renvoyer au 16 septembre prochain le procès pour avortement illégal de la journaliste Haja Rezouni. Sa demande de remise en liberté a par ailleurs été rejetée. Le tribunal de Rabat a finalement décidé ce lundi de reporter le procès pour avortement illégal de la journaliste Haja Rezouni. Les avocats de la reporter du quotidien arabophone Akba Al-Yaoum ont longuement plaidé pour sa remise en liberté devant une salle comble, mais le tribunal a rejeté cette demande après avoir délibéré pendant plusieurs heures. Mais bien avant l'ouverture de l'audience, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal de Rabat pour apporter leur soutien à la journaliste au nom du respect des libertés individuelles. Ce qui arrive à Haja Rezouni relève de la barbouzerie. Il ne relève pas de code pénal ni de rien du tout. C'est-à-dire on est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les libertés, les défenseurs des droits de l'homme, etc., où on commence à s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles. Haja Rezouni, âgée de 28 ans, risque jusqu'à 2 ans de prison au terme du code pénal marocain qui sanctionne les relations sexuelles hors mariage et l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. La jeune femme, placée en détention après son arrestation le 31 août dernier à la sortie d'un cabinet médical de Rabat, assure avoir été soignée pour une hémorragie interne. Son fiancé, qu'elle devait épouser cette semaine, a été arrêté en même temps qu'elle, tout comme le médecin traitant, un infirmier et une secrétaire. Assurant que l'arrestation de Haja Rezouni n'a rien à voir avec la profession de journaliste, le parquet de Rabat a détaillé mercredi dans un communiqué
les éléments médicaux confirmant ses signes de grossesse et son avortement. La journaliste, elle, dénonce des accusations fabriquées et une affaire politique liée à de récents articles consacrés aux détenus du mouvement social du Irak, selon ses proches. Libération de 2 journalistes de l'unique chaîne de télévision privée de Guinée équatoriale. Détenus depuis 12 jours au commissariat de la capitale économique Bata, ils ont été libérés dimanche dernier sans charge. Melanio Nkogo et Ruben Dario Bakal, tous 2 journalistes de la télévision à Songa, avaient été arrêtés le 27 août dernier, mais aucune charge n'a été retenue contre eux et la nature des faits qui leur sont reprochés n'a pas été précisée par la police d'après les intéressés. Ils jugent avoir été détenus par intimidation. La chaîne avait le week-end précédant leur arrestation diffusé une interview réalisée par les 2 journalistes avec un juge du tribunal d'instruction de Bata qui avait été suspendu de ses fonctions quelques jours auparavant. Melanio Nkogo a déclaré qu'il continuera à exercer la profession de journaliste en donnant les informations de façon objective. Le journaliste estime devoir sa libération au chef de l'État et au vice-président de la République qui aurait, selon lui, ordonné leur libération. Reporters sans frontières avait appelé à leur libération, estimant que leur arrestation illustrait l'extrême vulnérabilité des journalistes équato-guinéens qui craignent pour leur liberté. La radio-télévision à Songa, unique média audiovisuel privé de ce petit pays d'Afrique centrale, est la propriété du vice-président de la République, Théodorin Nguema Obiang, dauphin de son père, le président Théodoro Obiang Nguema. Je le disais en titre, contaminés par la fièvre revendicatrice de réhabilitation des routes nationales du Mali par les jeunes de Kitagao, les jeunes de la cité de 333 Saints ont eux aussi décidé de rentrer dans la danse. Ils ont bloqué les 2 principales routes de la ville et l'aéroport. Les jeunes protestataires de Tombouctou continuaient lundi de bloquer la route qui mène à l'aéroport de la ville en maintenant la pression pour empêcher toute personne de sortir et d'entrer. C'est l'entrée de l'aéroport de Tombouctou que nous avons fermée. Et jusqu'à satisfaction de nos doléances, cette porte restera fermée. Nul ne rentrera et nul ne sortira. Jusqu'à présent, la capitale régionale, Tombouctou, n'est pas liée à sa capitale nationale. Donc vraiment, c'est des revendications nobles. Vraiment, on veut une route. Voilà, une route, c'est le développement. Sans route, il n'y a pas de développement. Sans route, bon, c'est l'insécurité et tout ça là, qui va avec. Oui, c'est vrai. On ferme la porte de l'aéroport. Celui qui veut voyager, il peut prendre la route. Là, il va voir ce que nous, on voit chaque matin. Les manifestants ont bloqué depuis le week-end la voie d'accès à l'aéroport pour réclamer la réhabilitation et la sécurisation de la route liant la ville malienne au centre et au sud du pays. Le collectif Tombouctou réclame ses droits, imite ainsi d'autres mouvements citoyens au Mali qui, ces dernières semaines, ont entrepris de bloquer les routes nationales pour demander leur réhabilitation et protester contre ce qu'ils considèrent être de fausses promesses du gouvernement. L'Union des scolaires nigériens a dénoncé le mépris des autorités face à la situation de l'école nigérienne en général et universitaire en particulier. La rentrée dans les différentes universités était prévue ce lundi alors que des milliers d'étudiants ne sont pas rentrés de vacances car le gouvernement n'a pas encore affrété les bus de transport. À cela s'ajoute le non-paiement des bourses et les salaires des enseignants-chercheurs. Suivons le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, Idea Al-Gabit, pour plus de précisions. Le comité directeur de l'USN demande le report de tous les examens, travaux pratiques et travaux dirigés, initialement prévus pour la semaine du 9 au 14 septembre 2019, pour permettre aux milliers de camarades des universités publiques du Niger de bien vouloir regagner leurs facultés respectives. D'ores et déjà, le comité directeur de l'USN est en pourparlers avec les autorités compétentes pour cette question et toutes les sections universitaires sont tenues de veiller pour la suite à donner par le ministère de l'Enseignement supérieur.
exige l'acceptation par le corps de formation judiciaire du Niger et du ministère de la Justice des attestations de validation du Master 1 ou de la maîtrise classique pour les camarades de la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Niamey et ceux de la faculté de la FADEC de l'Université de Tawa, afin de bien vouloir composer au même titre que les autres, puisqu'ils ne sont en rien responsables de leur situation de retard académique ni entretenu par la suite du laxisme des autorités et de la nonchalance de certains enseignants-chercheurs moins avertis de la noblesse de leur domaine. Exige le paiement sans condition aucune de la bourse du deuxième trimestre et de la troisième bourse dans les universités publiques du Niger et le paiement des allocations au niveau des collèges, lycées et péquels dans les centres et écoles et instituts privés. Exige le rétablissement de la situation salariale des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, des PAT dans les universités publiques et des enseignants du secondaire et des écoles professionnelles et instituts publics. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Au Burkina Faso, le président de la commission électorale indépendante CENI, Newton Ahmed Barry, et son équipe ont rencontré hier à Ouagadougou les différentes formations politiques du pays. Objectif, informer et échanger avec ces partis politiques sur le processus des élections générales de 2020 et celles municipales de 2023. L'information est rapportée par l'Express du Faso qui, à la une de sa parution du jour, placarde en manchette « Élections de 2020, la CENI en concertation avec les partis politiques ». Le quotidien qui nous donne à lire à travers ces colonnes ce qui a été dit durant cette concertation propose en titre « Présidentielle de 2020 au Burkina, Newton Ahmed Barry propose un plan Marshall pour l'enrôlement des électeurs ». Un enrôlement qui, selon le canard burkinabé Le Pays, débute le 1er janvier 2020. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso annonce qu'au total, 10 089 157 électeurs sont attendus en 2020. Au Cameroun, après le rendez-vous manqué du week-end dernier, le président Paul Biya pourrait finalement s'adresser à son peuple ce jour. Message à la nation, Paul Biya parle à 20h, peut-on lire à la une de Mutation Quotidien. Information confirmée par le journal camerounais Le Jour, qui revient dans ses lignes sur le contexte politique de cette allocution. Sur le même sujet, le Messager nous fait lire à sa première page « Adresse à la nation, Paul Biya et le discours de toutes les incertitudes ». En attendant ce soir, pour savoir ce qu'il en est concrètement, le Point Hebdo croit savoir que cette allocution viendra siffler la fin d'une récréation et affiche en gros titre « Sérail, le seuil des angoisses ». En Côte d'Ivoire, on parle déjà de la rentrée scolaire. Et pour le compte de l'exercice 2019-2020, le ministre ivoirien de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel, Madame Kandia Camara, promet de belles surprises aux syndicats. C'est en tout cas ce que nous donne à lire le Patriote. Pendant ce temps, Fraternité Matin positionne en titre « Rentrée scolaire 2019-2020, Kandia Camara veut une année sans grève ». Parlons toujours de la rentrée scolaire, le Nouveau Réveil nous informe de ce que des élèves sont encore à la maison, faute d'argent. Fin de cette revue de presse, demain est un nouveau jour. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.